BSR Apéro, le café littéraire de la Bibliothèque sonore romande. Je suis surpris de voir autant de personnes pour un sujet qui, avouons-le, n'est quand même peut-être pas des plus sexy, si vous me passez l'expression, puisqu'il s'agit de la guerre de 1870. Je n'arrive pas à dire 1870, je ne sais pas pourquoi, j'ai un blocage. Donc je vous dirai toujours 1870 et 1871. Le déroulement de ce petit exposé, ça va être la période de la guerre impériale, donc le début de la guerre de la République, puis enfin l'internement de l'armée de l'Est, dite armée des Bourbaki en Suisse. Je ne parlerai pas de la Commune parce qu'évidemment c'est un sujet à part entière, il y a énormément de littérature sur la Commune, c'est un sujet où il y a aussi beaucoup de chansons, beaucoup de choses, mais qui mériterait un exposé en tant que tel. Donc ça me change, j'étais venu ici pour parler de la guerre de 14, également de 1968, donc là je recule un petit peu dans le temps. Mais voilà, j'ai la chance, vraiment la chance d'avoir deux lecteurs magnifiques. À ma droite, mon ailier droite, Gérald Bloch, et mon ailier gauche, à gauche, André Cortesi. Cet exposé sera pas un cours d'histoire. D'abord, je ne suis pas prof d'histoire, je m'intéresse à l'histoire, mais l'intérêt peut-être est de voir cet événement qui est absolument tragique par le biais de la littérature, grâce à des textes de Zola, comme l'a dit Isabelle, avec la débâcle, qui est l'avant-dernier roman de la grande série des Rougon-Macquart, mais aussi un texte de Maupassant, et aussi un texte peut-être un petit peu surprise d'un journaliste suisse. Voilà. Donc les implications avec la Suisse, qu'il faut quand même savoir, c'est que Napoléon III, donc le neveu de Napoléon Ier, le fils de la reine Hortense, a séjourné en Suisse. Il a passé toute sa jeunesse dans le canton de Thurgovie, au château d'Arenenberg, et les mauvaises langues disent qu'il avait l'accent suisse-allemand quand il était à Paris. Alors évidemment, on n'a pas d'enregistrement d'époque, on ne peut pas contrôler la chose, mais il est avéré dans certaines chroniques, quand on voulait se ficher un petit peu de lui, qu'on disait qu'il avait l'accent allemand. Donc Napoléon III avait un passeport suisse, il était capitaine d'artillerie à l'école d'artillerie de Thun, il a eu comme formateur un général que vous connaissez tous, qui était le général Dufour, donc l'homme du Sonderbund, donc un homme excessivement lié à la Suisse. À cause de lui, on va frôler la guerre avec la France en 1838, mais les choses se sont arrangées un petit peu in extremis. Ce qu'il faut savoir, au début de la guerre de 1870, 37 000 soldats suisses couvrent la frontière depuis Schaffhouse jusqu'en Ajoie. C'est pas être tourné contre la Prusse en particulier, mais selon toute vraisemblance, les grandes batailles allaient se passer dans l'est de la France, surtout en Alsace et en Lorraine. Alors l'internement de l'armée Bourbaki, on en parlera un petit peu plus tard, à savoir c'est quand même 87 000 soldats français qui ont été internés depuis le 1er février 1871. Alors Napoléon III, c'est une personnalité qui est excessivement controversée. C'est le premier président de la République française, et c'est le dernier souverain. Effectivement, il a été élu président en 1848. Et il fera un putsch le 2 décembre 1851 pour proclamer le Second Empire. Et c'est effectivement le dernier souverain qu'a connu la France. Alors, très péjorativement, Victor Hugo l'appelait Napoléon le Petit, pour le ridiculiser. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que cette période du Second Empire est vraiment une époque florissante. Florissante. L'armée française est la plus grande armée d'Europe. C'est un pays qui économiquement marche excessivement bien. Napoléon est très connu aussi pour la promotion des nationalités, ce qui va expliquer qu'il va participer aux guerres d'Italie pour favoriser la création ou l'unification de l'Italie. Et c'est un visionnaire quand même. En 1863, il fait ce qu'on appelait un peu à la romaine un senatus consulte pour créer un royaume arabe en Algérie. Ça rappelle peut-être des souvenirs. Et De Gaulle a dit
en 1958 que finalement celui qui avait le mieux compris la crise algérienne, c'était Napoléon III. C'est un empereur assez libéral, il faut quand même le reconnaître. Par contre, son règne est quand même marqué par des aventures coloniales assez désastreuses, dont surtout cette fameuse guerre du Mexique, une espèce de panlatinisme pour faire un peu contrepoids aux États-Unis qui commençaient vraiment de s'émanciper et de se renforcer. Et une aventure qui s'est très très mal finie, puisque Bazaine, qui était le général là-bas, a dû rembarquer, et que l'empereur qui avait été mis sur le trône, qui était un Habsbourg, Maximilien, a été fusillé par les partisans mexicains. Et c'est aussi durant cette campagne-là, pour ceux qui s'intéressent à la Légion étrangère, que date ce fameux chant de Cameron, où une vingtaine de légionnaires ont réussi à tenir des heures et des heures contre des centaines d'insurgés mexicains. Le grand malheur, c'est effectivement Napoléon a un milieu autour de lui qui est excessivement intrigant. Et le grand malheur aussi, et c'est peut-être le pire, c'est qu'en 1870, Napoléon III est excessivement malade. Il a des calculs rénaux qui lui font horriblement souffrir. Quelques généralités sur la guerre, 200 000 morts quand même en 5 mois, c'est pas mal, c'est un assez bon score. Une guerre très moderne, rôle déterminant du télégraphe et du chemin de fer, c'est pas rien. Une intervention décisive aussi du droit humanitaire, puisque comme vous le savez tous, la Croix-Rouge a été créée quelques années avant ce conflit, suite à la bataille de Solferino, par le Genevois Henri Dunant. Donc on en est au balbutiement de la Croix-Rouge, mais elle va jouer un rôle très important dans cette guerre. Et une des illustrations, même si ce n'est pas tout à fait la Croix-Rouge, c'est quand même justement l'internement de ces soldats français en Suisse. La situation politique en France, je vous l'ai décrite, c'est un empire assez libéral, très sûr de lui, convaincu de sa force. En face, une confédération germanique, surtout celle du Nord, qui est dirigée par la Prusse, et une autre au Sud, qui est un peu plus disparate, dans lesquelles on peut compter, par exemple, le Bade-Württemberg, la Bavière, surtout qui est quand même un assez gros morceau, et la Hesse aussi, qui est comprise là-dedans. C'est une guerre qui sera assez internationale, puisqu'on y verra les zouaves pontificaux, on en reparlera tout à l'heure. On verra aussi une légion des étrangers qui soutiennent la France, et on verra la division Garibaldi, qui va composer une des parties de l'armée de l'Est, l'armée des Vosges. Donc Garibaldi, c'est l'unificateur de l'Italie, et peut-être en reconnaissance du rôle de Napoléon III, il va s'investir avec sa division dans cette guerre. Alors les causes de la guerre, ce sera assez vite fait. Une volonté de Bismarck, donc le chancelier prussien, d'unifier l'Allemagne, comme il dit, par le fer et par le sang. Le prétexte, c'est une succession d'Espagne. Le trône est vacant. On veut placer un Hohenzollern, Sigmaringen sur ce trône, donc un germanique. Et la France, évidemment, n'est pas d'accord. C'est toujours cette même théorie de la peur de l'encerclement entre l'Espagne et l'Allemagne, ou les régions germaniques, ce que la France a vécu au XVIe siècle avec Charles Quint. Alors c'est assez rigolo, parce que ce Hohenzollern Sigmaringen, donc son château est à Sigmaringen, 74 ans après, il y aura un certain Philippe Pétain, un certain Pierre Laval, qui seront en étroite surveillance dans ce même château. Et il y aura aussi le bon docteur Détouche, que vous connaissez tous et toutes, avec son chat Bébert. Donc un beau salaud, mais un magnifique écrivain qui s'appelle Louis Ferdinand Céline. Voilà. Donc la fameuse dépêche d'Ems, que vous connaissez peut-être, donc EMS, c'est pas établissement médico-social comme dit ma synthèse vocale. C'est une dépêche d'Ems. Donc en fait, pour résumer, c'est en fait les Français. L'ambassadeur de France dit au roi de Prusse, il est hors de question que vous mettiez un Hohenzollern sur le trône d'Espagne. Le roi de Prusse accepte.
beau succès diplomatique français. Et ensuite, l'ambassadeur de France, qui s'appelait, je crois, Benedetti ou un nom comme ça, insiste pour que la Prusse s'engage ad aeternam à ne pas mettre un prince allemand sur le trône d'Espagne, ce que refuse le Bismarck. Et alors, donc là, c'est là que Bismarck est vraiment un filou, c'est qu'en fait, il va manipuler le communiqué de presse de l'époque, qui s'appelle la dépêche d'Ems, histoire de froisser l'orgueil français. Et il dit comme ça, la phrase est comme ça, excédé par l'ambassadeur de France qui se fait très insistant auprès du roi de Prusse, mon roi l'a congédié par un aide de camp de service. Suprême humiliation, bien évidemment, mais il ne faut pas rêver, c'est un prétexte. La population française hurlera au sacrilège de l'orgueil français, mais effectivement c'est une guerre que Napoléon veut faire parce qu'il a peur du renforcement de l'Allemagne. Alors, avant de passer la parole à, je ne sais pas si ce sera Gérald ou André, il y a un truc qui me vient quand j'ai travaillé sur cette guerre, il y a beaucoup de points communs entre 1870 et 1940. Les deux fois, la France attaque l'Allemagne, qu'on le veuille ou non. Deux fois, ça se passe excessivement mal, mais très 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 mal. Et où il y a une grande différence, c'est que là, personne va venir au secours de la France. Ce qui était un espoir de Napoléon III, c'est que l'Autriche, qui avait été battue par la Prusse à Sadova quelques années avant, entre en guerre pour soutenir la France, et l'Italie, reconnaissante de son unification, personne n'est entré. Pourquoi ? Parce que les défaites françaises ont été terribles dès le début. Alors, le premier extrait qu'on va lire, ça vient du livre, le 18e roman des Rougon-Macquart, Qu'est la bête humaine. Et je trouve que ce texte, qui est très très fort, illustre très bien cette guerre, comment elle a commencé et comment elle finira quelque part. Je trouve que l'image est assez forte. Donc le héros de ce roman, c'est Jacques Lantier. Jacques Lantier est le fils de Gervaise de l'Assommoir et le frère d'Étienne Lantier, le héros du roman Germinal, que vous avez bien évidemment tous lu 40 fois comme moi. Alors, je ne sais pas à qui je passe la parole. C'est à moi pour le début. Alors, cher André. Quelques jours se passèrent. Jacques avait repris son service, évitant les camarades, retombé dans sa sauvagerie anxieuse d'autrefois. La guerre venait d'être déclarée. Après d'orageuses séances à la Chambre, et il y avait déjà eu un petit combat d'avant-poste, heureux, disait-on. Depuis une semaine, les transports de troupes écrasaient de fatigue le personnel des chemins de fer. Les services réguliers étaient détraqués, de continuels trains imprévus amenaient des retards considérables, sans compter qu'on avait réquisitionné les meilleurs mécaniciens pour activer la concentration des corps d'armée. Et ce fut ainsi qu'un soir, au Havre, Jacques, au lieu de son express habituel, eut à conduire un train énorme, 18 wagons, absolument bondés de soldats. Ce soir-là, Péqueux arriva au dépôt très ivre. Le lendemain du jour où il avait surpris Philomène et Jacques, il était remonté sur la machine 608 comme chauffeur avec ce dernier, et depuis ce temps, il ne faisait aucune allusion, assombri, ayant l'air de ne point oser regarder son chef. Mais celui-ci le sentait de plus en plus révolté, refusant d'obéir, l'accueillant d'un grognement sourd dès qu'il lui donnait un ordre. Ils avaient fini par cesser complètement de se parler. Cette tôle mouvante, ce petit pont qui les emportait autrefois, si unis, n'était plus à cette heure que la planche étroite et dangereuse où se heurtait leur rivalité. La haine grandissait. Ils en étaient à se dévorer dans ces quelques pieds carrés, filant à toute vitesse, et d'où les aurait précipités la moindre secousse. Et ce soir-là, en voyant Péqueux ivre, Jacques se méfia, car il le savait trop sournois pour se fâcher à jeun. Le vin seul déchaînait en lui la brute. Le train qui devait partir vers 6 heures fut retardé.
Il était nuit déjà, lorsqu'on embarqua les soldats comme des moutons, dans des wagons à bestiaux. On avait simplement cloué des planches en guise de banquette, on les empilait là-dedans par escouade, bourrant les voitures au-delà du possible, si bien qu'ils s'y trouvaient assis les uns sur les autres, quelques-uns debout, serrés à ne pas remuer un bras. Dès leur arrivée à Paris, un autre train les attendait pour les diriger sur le Rhin. Ils étaient déjà écrasés de fatigue dans l'ahurissement du départ, mais comme on leur avait distribué de l'eau-de-vie, et que beaucoup s'étaient répandus chez les débitants du voisinage, ils avaient une gaieté échauffée et brutale, très rouge, les yeux hors de la tête. Et dès que le train s'ébranla, sortant de la gare, ils se mirent à chanter. Jacques tout de suite regarda le ciel, dont une vapeur d'orage cachait les étoiles. La nuit serait très sombre, pas un souffle n'agitait l'air brûlant et le vent de la course, toujours si frais, semblait tiède. À l'horizon noir, il n'y avait d'autre feu que les étincelles vives des signaux. Il augmenta la pression pour franchir la grande rampe d'Harfleur à Saint-Romain. Malgré l'étude qu'il faisait d'elle depuis des semaines, il n'était pas maître encore de la machine 608, trop neuve, dont les caprices, les écarts de jeunesse le surprenaient. Cette nuit-là particulièrement, il la sentait rétive, fantasque, prête à s'emballer pour quelques morceaux de charbon de trop. Aussi, la main sur le volant du changement de marche, surveillait-il le feu, de plus en plus inquiet des allures de son chauffeur. La petite lampe qui éclairait le niveau de l'eau laissait la plateforme dans une pénombre que la porte du foyer, rougie, rendait violâtre. Il distinguait mal Péqueux. Il avait eu aux jambes à 2 reprises la sensation d'un frôlement, comme si des doigts se fussent exercés à le prendre là. Mais ce n'était sans doute qu'une maladresse d'ivrogne, car il l'entendait dans le bruit, ricaner très haut, casser son charbon à coups de marteau exagéré, se battre avec la pelle. Toutes les minutes, il ouvrait la porte, jetait du combustible sur la grille en quantité déraisonnable. « Assez !» cria Jacques. L'autre affecta de ne pas comprendre, continua à enfourner des pelletés coup sur coup, et comme le mécanicien lui empoignait le bras, il se tourna menaçant, tenant enfin la querelle qu'il cherchait dans la fureur montante de son ivresse. « Touche pas, ou je cogne. Ça m'amuse, moi, qu'on aille vite. » Le train maintenant roulait à toute vitesse sur le plateau qui va de Bolbec à Motteville. Il devait filer d'un trait à Paris sans arrêt aucun, sauf au point marqué pour prendre l'eau. L'énorme masse, les 18 wagons chargés, bondés de bétail humain, traversaient la campagne noire dans un grondement continu. Et ces hommes, qu'on charriait au massacre, chantaient à tue-tête d'une clameur si haute qu'elle dominait le bruit des roues. Jacques, du pied, avait refermé la porte. Puis, manœuvrant l'injecteur, se contenant encore, « Il y a trop de feu. Dormez si vous êtes soûls. » Immédiatement, Péqueux rouvrit, s'acharna à remettre du charbon, comme s'il voulut faire sauter la machine. C'était la révolte, les ordres méconnus, la passion exaspérée qui ne tenait plus compte de toutes ces vies humaines. Et Jacques, s'étant penché pour abaisser lui-même la tige du cendrier, de façon à diminuer au moins le tirage, le chauffeur le saisit brusquement à bras-le-corps, tâcha de le pousser, de le jeter sur la voie d'une violente secousse. « Gredin, c'était donc ça, n'est-ce pas ? Tu dirais que je suis tombé, bougre de sournois !» Ils s'étaient rattrapés à un des bords du Tender et ils glissèrent tous deux. La lutte continua sur le petit pont de tôle qui dansait violemment. Les dents serrées, ils ne parlaient plus. Ils s'efforçaient l'un l'autre de se précipiter par l'étroite ouverture qu'une barre de fer seule fermait. Mais ce n'était point commode. La machine dévorante roulait toujours, et Barentin fut dépassé, et le train s'engouffra dans le tunnel de Malonnet qui se tenait encore étroitement, vautré dans le charbon, tapant de la tête contre les parois du récipient d'eau, évitant la porte rougie du foyer où se grillaient leurs jambes chaque fois qu'il les allongeait. Un instant, Jacques songea que s'il pouvait se relever, il fermerait le régulateur, appellerait au secours pour qu'on le débarrassât de ce fou furieux, enragé d'ivresse et de jalousie. Il s'affaiblissait, plus petit, désespéré de trouver maintenant la force de le précipiter, vaincu déjà,
sentant passer dans ses cheveux la terreur de la chute. Comme il faisait un suprême effort, la main tâtonnante, l'autre comprit, se raidit sur les reins, le souleva, ainsi qu'un enfant. « Ah, tu veux arrêter? Ah, tu m'as pris ma femme! Va, faut que tu y passes !» La machine roulait. Le train venait de sortir du tunnel à grand fracas et il continuait sa course au travers de la campagne vide et sombre. La station de Maloney fut franchie dans un tel coup de vent que le sous-chef, debout sur le quai, ne vit même pas ces deux hommes en train de se dévorer pendant que la foudre les emportait. Mais Pecqueux, d'un dernier élan, précipita Jacques, et celui-ci, sentant le vide, éperdu, se cramponna à son cou si étroitement qu'il l'entraîna. Il y eut deux cris terribles qui se confondirent, qui se perdirent. Les deux hommes, tombés ensemble, entraînés sous les roues par la réaction de la vitesse, furent coupés, hachés dans leur étreinte, dans cette effroyable embrassade, eux qui avaient si longtemps vécu en frères. On les retrouva sans tête, sans pieds, deux troncs sanglants qui se serraient encore comme pour s'étouffer. Et la machine, libre de toute direction, roulait toujours. Enfin, la rétive, la fantasque, pouvait céder à la fougue de sa jeunesse, ainsi qu'une cavale indomptée encore, échappée des mains du gardien, galopant par la campagne rase. La chaudière était pourvue d'eau, le charbon dont le foyer venait d'être rempli s'embrasait, et pendant la première demi-heure, la pression monta follement, la vitesse devint effrayante. Sans doute, le conducteur-chef, cédant à la fatigue, s'était endormi. Les soldats dont l'ivresse augmentait à être ainsi entassés, subitement s'égayèrent de cette course violente, chantèrent plus fort. Merci les messieurs. C'est du lourd, hein? Oui, c'est du fuzz. Alors là, je vais passer la parole à je ne sais pas à qui pour un court extrait qui va présenter un petit peu l'opinion publique en France. Donc, la personne qui parle, c'est Maurice, qui est un espèce d'avocat un peu raté, un peu escroc, qui s'est engagé dans l'armée en 1870 pour un petit peu échapper à la justice des hommes. Et il est membre de l'escouade que dirige Jean Macquart, qui lui a combattu à Solferino et qui est le frère de la fameuse Gervaise de l'Assommoir. C'est le héros du roman, si vous l'avez lu, La Terre. Alors voilà, je vous passe la parole pour ce petit extrait. De la débâcle. De la débâcle. Maurice était pour la guerre, la croyait inévitable, nécessaire à l'existence même des nations. Cela s'imposait à lui, depuis qu'il se donnait aux idées évolutives, à toute cette théorie de l'évolution qui passionnait dès lors la jeunesse lettrée. Est-ce que la vie n'est pas une guerre de chaque seconde? Est-ce que la condition même de la nature n'est pas le combat continu, la victoire du plus digne, la force entretenue et renouvelée par l'action, la vie renaissant toujours jeune de la mort? Et il se rappelait le grand élan qu'il avait soulevé lorsque, pour racheter ses fautes, cette pensée d'être soldat, d'aller se battre à la frontière, lui était venue. Peut-être la France du plébiscite, tout en se livrant à l'empereur, ne voulait-elle pas la guerre. Lui-même, 8 jours auparavant, l'a déclaré coupable et imbécile. On discutait sur cette candidature d'un prince allemand au trône d'Espagne. Dans la confusion qui peu à peu s'était faite, tout le monde semblait avoir tort, si bien qu'on ne savait plus de quel côté partait la provocation, et que seul, debout, l'inévitable demeurait, la loi fatale qui, à l'heure marquée, jette un peuple sur l'autre. Mais un grand frisson avait traversé Paris. Il revoyait la soirée ardente, les boulevards charriant la foule, les bandes qui secouaient des torches en criant « À Berlin! À Berlin !» Devant l'hôtel de ville, il entendait encore, monter sur le siège d'un cocher, une grande belle femme au profil de reine, dans les plis d'un drapeau, et chantant la Marseillaise. Donc la Marseillaise qui était un chant interdit sous le Second Empire. Juste à savoir que
Les deux héros de ce roman, La Débague, Jean et Maurice, vont malheureusement se retrouver pendant la semaine sanglante à la fin de la Commune, et Jean Macquart va blesser mortellement Maurice. Voilà, maintenant je vais vous parler un petit peu de la guerre impériale. Alors, quelques données qui sont, je pense, assez importantes pour comprendre ce qui va se passer. En Prusse, le service militaire est obligatoire. Alors, un petit peu comme l'armée suisse aujourd'hui, donc avec une Landwehr, une Landsturm, des troupes de réserve qui sont tout à fait bien entraînées et tout. Alors que la France, à cette époque-là, l'armée est composée par tirage au sort. Ce qui veut dire que n'importe qui peut être tiré au sort, et s'il est tiré au sort, il fait 7 ans de service militaire. Donc évidemment, les riches bourgeoises et autres, ils pouvaient racheter. S'ils étaient tirés au sort, ils pouvaient payer une amende à l'État, et ils pouvaient payer quelqu'un pour le remplacer à l'armée. En 1868, Napoléon III essaie de créer une garde nationale, mais ces gens sont mobilisables, mais ils ne sont pas formés. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'au début de la guerre, il y a 2 Prussiens pour 1 Français. Tout petit mot sur les armes utilisées. Les armes qu'on peut considérer comme légères, donc le fusil, ce genre de choses, l'armement français est nettement supérieur. C'est le fameux Chassepot, qui est un excellent fusil, bien meilleur que le fusil allemand. Par contre, le drame de cette guerre, c'est le rôle essentiel que va jouer l'artillerie, surtout l'artillerie lourde. Déjà à l'époque, le camarade Krupp était passé par là. Donc il a fait des canons qui avaient été montrés à l'exposition nationale à Paris en 1860. Donc les Français étaient parfaitement au courant, mais ça n'a pas été pris en compte. Et surtout le problème de l'armée française, c'est son commandement qui est pas bon. C'est très souvent des généraux qui ont participé aux guerres coloniales, les Chanzy, les Faidherbe, les Bazaine, sont des gens qui ont fait la guerre souvent en Afrique. Par contre, le commandement allemand, qui est exclusivement prussien, eh bien, il s'est largement entraîné, que ce soit contre le Danemark, contre l'Autriche à Sadova et compagnie. Donc, c'est pas du tout comparable. Alors, dans l'extrait qu'on a lu, là, dans La Bête humaine, il parle d'une opération qui s'est, semble-t-il, bien passée. Il fait allusion à une petite escarmouche au mois de juillet à Sarrebruck, où des troupes françaises sont allées chatouiller un petit peu les troupes prussiennes, mais c'est vraiment une embuscade. Mais ce qui est assez rigolo dans ce truc-là, c'est là que le fils de Napoléon III, le Louis-Napoléon, qui serait logiquement l'héritier, a eu son baptême du feu. Et Napoléon III aurait dit, oui, il a une balle à rouler devant ses pieds, il a fait preuve d'une bravoure incroyable. Si bien que les méchants pamphlétaires français ont nommé ce petit Louis-Napoléon l'enfant de la balle, évidemment. Et ce petit gars aura un destin particulièrement tragique, puisqu'il va mourir en Afrique du Sud sous les saguets d'une tribu zoulou. C'est une histoire assez triste, quoi, de ce petit Louis-Napoléon. Le 4 août, c'est Wissembourg, première bataille catastrophique pour la France. Un des généraux français est tué. Ensuite, le 6 août, c'est Freuchwiller. Et vous avez tous entendu parler des cuirassiers de Freuchwiller. Et ça prouve bien que la cavalerie est vraiment à bout de souffle dans cette cavalerie française. Les cuirassiers, ce qu'il faut savoir, c'était vraiment les blindés de l'époque. À pas comparer, par exemple, avec la cavalerie légère ou les hussards ou les uhlans. C'est des mecs qui sont carapassonnés et tout. C'est vraiment les troupes d'élite et les blindés de l'époque, mais qui vont se faire hacher dans ce village de Freuchwiller. J'avais la chanson, vous voulez que j'essaie de vous la mettre? Allez. J'essaye, alors vous voyez si techniquement j'y arrive. Alors... Voilà, tu as si réchauffé. Batterie à 100%. Ok. Connecté à Hussard.
Un plaisir, comme des loups poursuivaient ces géants. Depuis le jour disputant la bataille, France, ils portaient ton drapeau glorieux. Ils sont tombés, vaincus par la mitraille, et non par ceux qui tremblaient devant eux. Voyez là-bas comme un éclair d'acier ces escadrons passés dans la fumée. Ils vont mourir et pour sauver l'armée, donner le sang du dernier cuirassier, donner le sang du dernier cuirassier. On leur a dit, il faut sauver la France, c'est de nous seuls que dépend l'avenir. De Waterloo, garder la souffrance, ainsi qu'alors il faut vaincre ou mourir. Le vent du soir soulevant leur crinière et secouant leur cuirasse des reins, fit tressaillir au fond de leur tanière ces Allemands qui se battaient en vain. Voyez là-bas comme un éclair d'acier ces escadrons passés dans la fumée. Ils vont mourir et pour sauver l'armée, donner le sang du dernier cuirassier, donner le sang du dernier cuirassier. Par 4 fois, torrent irrésistible, ce flot humain troua les rangs pressés. Les Allemands, que cet élan terrible, sur les prés verts couchaient comme les bleus. Ils sont passés, mais après la bataille, quand on chercha ces régiments de fer, les corbeaux noirs déjà faisaient rivaille de sang fumant et de lambeaux de chair. Voyez là comme un éclair d'acier ces escadrons passés dans la fumée. Ils vont mourir et pour sauver l'armée, donner le sang du dernier cuirassier, donner le sang du dernier cuirassier. Voilà. Oh, je sais plus. Moi, j'avais une version d'Henri Weber, mais j'ai dû aller piquer ça sur YouTube. Parce que j'ai eu des problèmes de connexion. Mais je sais qu'il y a une version d'Henri Weber qui est encore plus tragique que celle-là. Alors là, c'est assez rigolo parce que... Oui. Je n'ai pas compris. Puis j'ai lu comme titre Les cuirassiers de Reichshofen. Mm-hmm. Alors, vite, je suis un petit peu si vous connaissez ça, mais c'est marqué Jean Lemaire. Ah, ben, je pense qu'il y a plusieurs versions, hein, j'imagine. Et puis après, j'ai aussi un Matthias Hetzel. Ouais, c'est une chanson patriotique très très célèbre en France. Hein. Je pense qu'elle a été reprise des centaines de fois. Mais ça fait vraiment partie de ce côté un petit peu victimaire de cette guerre de 1870, comme on verra aussi à Sedan, à Bazeilles, où finalement l'armée française donne l'impression de se sacrifier pour le bien-être de l'humanité, alors que c'est quand même elle qui a attaqué l'Allemagne. Allez comprendre, mais c'est comme ça. Le 6 août, c'est aussi encore une nouvelle défaite, c'est la défaite de Forbach-Spicheren. Donc là, l'armée française abandonne l'Alsace. Le 9 août, c'est la démission d'Émile Ollivier, donc c'est la fin vraiment de l'Empire libéral. Le 12 août, Napoléon III abandonne le commandement de l'armée et il le confie à Bazaine, dont on reparlera tout à l'heure. Ensuite, on a la bataille de Borny, moyen. Le 16 août, on a la bataille de Mars-la-Tour. Dans cette bataille, le fils du filou Otto von Bismarck sera blessé. Il participait à la cavalerie, il sera blessé. C'est une victoire française, mais qui malheureusement ne sera pas exploitée. Le 18 août, c'est la fameuse bataille de Gravelotte-Saint-Privat.
le combat le plus meurtrier de la guerre de 1870. Ça sera aussi le cimetière de la garde prussienne. Alors, à Gravelotte, qui est une petite ville située à une dizaine de kilomètres, quinzaine de kilomètres de Metz, il y a un très très beau musée, très intéressant sur la guerre impériale, où je suis allé avec Francine. Ça s'appelle le musée de la guerre de 1870 et de la première annexion, puisque après 71, l'Alsace et la Lorraine sera intégrée au Reich allemand. Alors là, je vous propose un petit concours, genre jeu des 1000 euros. Vous connaissez le jeu des 1000 euros. Alors ça, c'est une question bleue. Je vous dis tout de suite. Après, il y aura une question super banco, mais là, c'est une question bleue. Alors, je vous le donne en mille. Quel est l'objet emblématique qui est vendu à la boutique du musée de la guerre de 1870 à Gravelotte? C'est une expression très connue en français. Voilà. Il pleut comme à Gravelotte, exactement. Voilà, bravo. Alors on vend des parapluies à la boutique du musée là-bas. On en a acheté un, bien évidemment. Il va sans dire. C'est un très très beau musée, très intéressant. Les gens sont excessivement accueillants. Voilà, donc tout se passe excessivement mal. Et pour illustrer le problème du commandement français, je vais repasser la parole à un de mes chers lecteurs pour un nouveau texte extrait de notre célèbre débâcle. Le 9, le 10, la galopade continuait. Un sauve-qui-peut enragé qui ne regardait même pas en arrière. Le 11, sous une pluie battante, on descendait vers Bayonne pour éviter Nancy, à la suite d'une rumeur fausse qui disait cette ville au pouvoir de l'ennemi. Le 12, on campait à Arouet, le 13 à Vicheray, et le 14, on était à Neufchâteau, où le chemin de fer, enfin, recueillit cette masse roulante d'hommes qu'il chargea à la pelle dans des trains pendant 3 jours pour les transporter à Châlons. 24 heures après le départ du dernier train, les Prussiens arrivaient. « Ah, foutu sort !» conclut Picot. « Ce qu'il a fallu jouer les jambes, et nous qu'on avait laissés à l'hôpital. » Coutard achevait de vider la bouteille dans son verre et dans celui du camarade. « Oui, nous avons pris nos clics et nos claques, et nous courons encore. Bah, ça vaut mieux tout de même, puisqu'on peut boire un coup à la santé de ceux qui n'ont pas eu la gueule cassée. » Maurice alors comprit. Après la surprise imbécile de Wissembourg, l'écrasement de Freuchwiller était le coup de foudre dont la lueur sinistre venait d'éclairer nettement la terrible vérité. Nous étions mal préparés. Une artillerie médiocre, des effectifs menteurs, des généraux incapables. Et l'ennemi, tant dédaigné, apparaissait fort et solide, innombrable, avec une discipline et une tactique parfaites. Le faible rideau de nous 7 corps, disséminés de Metz à Strasbourg, venait d'être enfoncé par les 3 armées allemandes comme par des coins puissants. Du coup, nous restions seuls. Ni l'Autriche ni l'Italie ne viendraient. Le plan de l'empereur s'était effondré dans la lenteur des opérations et dans l'incapacité des chefs. Et jusqu'à la fatalité qui travaillait contre nous, accumulant les contretemps, les coïncidences fâcheuses, réalisant le plan secret des Prussiens, qui était de couper en 2 nos armées, d'en rejeter une partie sous Metz pour l'isoler de la France, tandis qu'il marcherait sur Paris après avoir anéanti le reste. Alors, quelle est la valeur historique du roman de Zola? Alors, elle est tout à fait bonne. Hein. Je me suis bien renseigné. Les faits auxquels il fait référence sont des faits avérés. Comme toujours dans le roman de Zola, il s'informe excessivement bien du sujet. Le 31 août, tentative infructueuse de Bazaine pour essayer de briser le siège de Metz. Et alors, le 1er septembre, c'est la catastrophe. C'est la bataille de Sedan. C'est des dizaines de milliers de morts. C'est 75 000 soldats français prisonniers. Là, il y a le fameux épisode de Bazeille, qui est dans la banlieue de Sedan, où une troupe de marsouins a
a réussi à tenir des heures et des heures contre des milliers de soldats bavarois. Bref, ça fait partie de ce récit un peu victimaire français de cette guerre, mais c'est un épisode particulièrement tragique. Et là, effectivement, Napoléon III est fait prisonnier. Il essaye de mourir sur le champ de bataille en s'exposant le plus possible, mais les balles prussiennes ne veulent pas de lui, visiblement. Et il est fait prisonnier. Et il y a en France, là c'est la question super banco. Il y a 4 souverains français qui ont été faits prisonniers sur le champ de bataille. Bon, il y en a un, on l'a vu, c'est Napoléon III. Il y en a 3 autres. 2 sont très connus, le 3e l'est un petit peu moins. Ça vous dit quelque chose? Oui, François Ier, bravo, absolument. À la bataille de Pavie, au XVIe siècle, absolument. Et il y a aussi un qui s'appelle Jean le Bon, qui est pendant la guerre de 100 Ans, qui a été fait prisonnier à la bataille de Poitiers. Et il y en a un qu'on oublie aussi, c'est Louis IX, autrement dit Saint-Louis, qui a été fait prisonnier à Tunis. C'est pas très gentil pour Sarko quand même. Alors, donc Napoléon est fait prisonnier, et là je vais passer la parole pour un extrait, et vous allez vous rendre compte, je crois là, de ce que veut dire une charge de la cavalerie. Cette charge est véridique. C'est la division Marguerite, elle a agi pendant cette bataille de Sedan. Alors accrochez-vous, c'est du lourd. C'était exaspérant, cette promenade militaire, inutile et dangereuse au travers du champ de bataille. Enfin, vers 1h, il comprit qu'on se décidait à les faire tuer au moins proprement. Toute la division Marguerite, 3 régiments de chasseurs d'Afrique, 1 de chasseurs de France et 1 de hussards, venaient d'être réunis dans un pli du terrain, un peu au-dessous du calvaire, à gauche de la route. Les trompettes avaient sonné « pied à terre !» et le commandement des officiers retentit « sanglez les chevaux, assurez les pactages !» Descendu de cheval, Prosper s'étira, flatta Zéphyr de la main. Ce pauvre Zéphyr, il était aussi abruti que son maître, éreinté du bête de métier qu'on lui faisait faire. Avec ça, il portait un monde, le linge dans les fontes et le manteau roulé par-dessus, la blouse, le pantalon, le bissac avec les objets de pansage, derrière la selle et en travers encore le sac des vivres, sans compter la peau de bouc, le bidon, la gamelle. Une pitié tendre noyait le cœur du cavalier, tandis qu'il serrait les sangles et qu'il s'assurait que tout cela tenait bien. Ce fut un rude moment. Prosper, qui n'était pas plus poltron qu'un autre, alluma une cigarette tant il avait la bouche sèche. Quand on va charger, chacun peut se dire « cette fois, j'y reste ». Cela dura bien 5 ou 6 minutes. On racontait que le général Marguerite était allé en avant pour reconnaître le terrain. On attendait. Les 5 régiments s'étaient formés en 3 colonnes. Chaque colonne avait 7 escadrons de profondeur, de quoi donner à manger au canon. Tout d'un coup, les trompettes sonnèrent « à cheval !» et presque aussitôt, une autre sonnerie éclata, sabre à la main. Le colonel de chaque régiment avait déjà galopé, prenant sa place de bataille, à 25 mètres en avant du front. Les capitaines étaient à leur poste, en tête de leurs hommes. Et l'attente recommença, dans un silence de mort. Plus un bruit, plus un souffle sous l'ardent soleil. Les cœurs seuls battaient. Un ordre encore, le dernier, et cette masse immobile allait s'ébranler, se ruer d'un train de tempête. Mais à ce moment, sur la crête du coteau, un officier parut, à cheval, blessé, et que 2 hommes soutenaient. On ne le reconnut pas d'abord, puis un grondement s'éleva, roula en une clameur furieuse. C'était le général Marguerite, dont une balle venait de traverser les joues et qui devait en mourir. Il ne pouvait parler, il agita le bras là-bas vers l'ennemi. La clameur grandissait toujours. « Notre général, vengeons-le, vengeons-le !» Alors le colonel du 1er régiment, levant en l'air son sabre, cria d'une voix de tonnerre « Chargez !» Les trompettes sonnaient, la masse s'ébranla d'abord au trot. Prosper se trouvait au premier rang, mais presque à l'extrémité de l'aile droite.
Le grand danger est au centre, où le tir de l'ennemi s'acharne d'instinct. Lorsqu'on fut sur la crête du calvaire et que l'on commença à descendre de l'autre côté vers la vaste plaine, il aperçut très nettement, à 1 millier de mètres, les carrés prussiens sur lesquels on les jetait. D'ailleurs, il trottait comme dans un rêve. Il avait une légèreté, un flottement d'être endormi, un vide extraordinaire de cervelle qui le laissait sans une idée. C'était la machine qui allait, sous une impulsion irrésistible. On répétait « Sentez la botte, pour serrer les rangs le plus possible et leur donner une résistance de granit. Puis, à mesure que le trot s'accélérait, se changeait en galop enragé, les chasseurs d'Afrique poussaient à la mode arabe des cris sauvages qui affolaient leur monture. Bientôt ce fut une course diabolique, un train d'enfer, ce furieux galop, ces hurlements féroces que le crépitement des balles accompagnait d'un bruit de grêle, en tapant sur tout le métal, les gamelles, les bidons, le cuivre des uniformes et des harnais. Dans cette grêle passait l'ouragan de vent et de foudre dont le sol tremblait, laissant au soleil une odeur de laine brûlée et de fauves en sueur. À 500 mètres, Prosper culbuta sous un remous effroyable qui emportait tout. Il saisit Zéphyr à la crinière, puis se remettre en selle. Le centre criblé, enfoncé par la fusillade, venait de fléchir, tandis que les 2 ailes tourbillonnaient, se repliaient pour reprendre leur élan. C'était l'anéantissement fatal et prévu du premier escadron. Les chevaux tués barraient le terrain, les uns foudroyés du coup, les autres se débattant dans une agonie violente. Et l'on voyait les cavaliers démontés courir de toute la force de leurs petites jambes, cherchant un cheval. Déjà, les morts semaient la plaine. Beaucoup de chevaux libres continuaient de galoper, revenaient d'eux-mêmes à leur place de combat pour retourner au feu d'un train fou, comme attirés par la poudre. La charge fut reprise. Le 2e escadron s'avançait dans une furie grandissante. Les hommes couchés sur l'encolure, tenant le sabre au genou, prêts à sabrer. 200 mètres encore furent franchis, au milieu de l'assourdissante clameur de tempête. Mais de nouveau, sous les balles, le centre se creusait, les hommes et les bêtes tombaient, arrêtaient la course, de l'inextricable embarras de leurs cadavres. Et le 2e escadron fut ainsi fauché à son tour, anéanti, laissant la place à ceux qui le suivaient. Alors, dans l'entêtement héroïque, lorsque la 3e charge se produisit, Prosper se trouva mêlé à des hussards et à des chasseurs de France. Les régiments se confondaient. Ce n'était plus qu'une vague énorme qui se brisait et se reformait sans cesse pour emporter tout ce qu'elle rencontrait. Il n'y avait plus notion de rien. Il s'abandonnait à son cheval, ce brave Zéphyr, qu'il aimait tant, et qu'une blessure à l'oreille semblait affoler. Maintenant, il était au centre. D'autres chevaux se cabraient, se renversaient autour de lui. Des hommes étaient jetés à terre, comme par un coup de vent, tandis que d'autres, tués raides, restaient en selle, chargeaient toujours les paupières vides. Et cette fois, derrière les 200 mètres que l'on gagna de nouveau, les chaumes reparurent, couverts de morts et de mourants. Il y en avait dont la tête s'était enfoncée en terre. D'autres, tombés sur le dos, regardaient le soleil avec des yeux de terreur, sortis des orbites. Puis c'était un grand cheval noir, un cheval d'officier, le ventre ouvert, et qui tâchait vainement de se remettre debout, les 2 pieds de devant pris dans ses entrailles. Sous le feu qui redoublait, les ailes tourbillonnèrent une fois encore, se replièrent pour revenir acharnées. Enfin, ce ne fut que le 4e escadron, à la 4e reprise, qui tomba dans les lignes prussiennes. Prosper, le sabre haut, tapa sur des casques, sur des uniformes sombres qu'il voyait dans un brouillard. Du sang coulait. Il remarqua que Zéphyr avait la bouche sanglante, et il s'imaginait que c'était d'avoir mordu dans les rangs ennemis. La clameur autour de lui devenait telle qu'il ne s'entendait plus crier, la gorge arrachée pourtant par le hurlement qui devait en sortir. Mais derrière la première ligne prussienne, il y en avait une autre, et puis une autre, et puis une autre. L'héroïsme demeurait inutile. Ces masses profondes d'hommes étaient comme des herbes hautes où chevaux et cavaliers disparaissaient. On avait beau en raser, il y en avait toujours.
Le feu continuait avec une telle intensité, à bout portant, que des uniformes s'enflammèrent. Tout sombra, en engloutissement parmi les baïonnettes, au milieu des poitrines défoncées et des crânes fendus. Les régiments allaient y laisser les 2/3 de leur effectif. Il ne restait de cette charge fameuse que la glorieuse folie de l'avoir tentée. Et brusquement, Zéphyr, atteint d'une balle en plein poitrail, s'abattit, écrasant sous lui la hanche droite de Prosper, dont la douleur fut si vive qu'il perdit connaissance. Merci Gérald. Alors cette bataille de Sedan, cette terrible défaite, aura pour conséquence que ce jour-là, le 2 septembre, va rester la fête nationale du Deuxième Reich allemand jusqu'en 1918, et ça s'appellera en allemand, tout bêtement, le Sedentag. Je ne sais pas si vous connaissiez ce petit épisode. Le 4 septembre, proclamation de la République à Paris, dont finalement, de manière assez logique, Napoléon est donc prisonnier, l'impératrice Eugénie est en partance, je crois, pour l'Angleterre. Bref, tout se passe quelque part dans la douceur. La République est proclamée. Le 5 septembre, c'est le retour de Victor Hugo de son exil. Le 19 septembre, c'est le début du siège de Paris. Terrible siège. Le 28 septembre, c'est la capitulation de Strasbourg qui redevient allemande. Dès lors, la République aurait peut-être eu mieux fait de négocier, mais bien au contraire, ils ont voulu continuer la guerre, avec dans cet esprit de 1793, je me rappelle que j'avais fait un exposé sur la guerre de 14 dans cette même salle, et Roland Pergaud, l'homme de la guerre des boutons, parlait également dans sa guerre de cet esprit de 1793, quand les royautés européennes voulaient liquider la Révolution française. De nouveau, les Français oublient que c'est quand même eux qui ont déclaré la guerre. Bref, donc c'est vraiment la levée en masse. Et certains, ils verront même une guerre des religions. C'est les bons catholiques contre les vilains protestants. Si ce n'est que les Bavarois, généralement, sont catholiques, mais ça, c'est un détail dont on ne tiendra pas compte. Par exemple, à la bataille de Loigny, qui sera une bataille de l'armée française contre l'armée allemande, donc à l'époque républicaine, les troupes de l'Ouest et les zouaves pontificaux vont se battre dans un esprit de guerre de religion. Et le Sacré-Cœur, à Paris, que vous connaissez tous, on dit en fait que c'est pour expier le comportement de la Commune de Paris, de ces vilains gauchistes. Mais c'est pas seulement ça, c'est ça aussi peut-être en partie, mais c'est surtout la guerre en général. Il faut dire que la France, avec ses zouaves pontificaux, a mis fin au règne temporel du pape, donc au sacrilège. Donc c'est une expiation. Certains milieux monarchistes et catholiques ont dit que cette guerre avait montré que la France n'était plus digne d'être de la fille aînée de l'Église, d'où la construction, l'érection de ce Sacré-Cœur à Paris. Le 5 octobre, le roi de Prusse et Bismarck, notre cher filou Bismarck, sont à Versailles. Le 7 octobre, c'est le fameux départ en ballon de Léon Gambetta pour Tours. Manque de chance, les vents étaient contraires, il est allé à Compiègne, c'est pas tout à fait la même direction. Donc après il a dû prendre le train comme tout le monde pour rejoindre Tours. Vous remarquerez de nouveau, c'est marrant, cette comparaison avec 1940, c'est exactement la même chose. Le gouvernement français est d'abord parti à Tours pour après aller à Bordeaux, ce qui sera également le cas en 1871. Le 27 octobre, c'est un drame, c'est la capitulation de Metz. C'était le dernier espoir militaire français avec Bazaine. Bazaine sera jugé après la guerre pour haute trahison. Il ne sera pas condamné à mort. MacMahon, qui était son pote, l'a gracié.
mais il a été condamné à mort. Et ce qu'il faut juste savoir, ça j'ai trouvé ça, c'est incroyable. Le nombre de pour atteindre le même nombre de prisonniers dans une seule bataille, il faudra attendre la bataille de Stalingrad pour qu'il y ait plus de prisonniers que ceux qui ont été faits à Metz. Et à Metz, c'était à peu près 150 000 soldats. C'est absolument énorme. Et là, on va aborder un thème qui est très intéressant, je trouve, c'est le thème des francs-tireurs. Alors, ce qu'il faut savoir, comme je vous ai dit avant, il y a une armée, on peut presque dire de métier, puisqu'ils sont là depuis 7 ans ou plusieurs années dans l'armée. Il y a cette garde nationale qui n'est pas formée, comme on le verra, et il y a ces francs-tireurs. Les francs-tireurs, c'est toléré par le gouvernement français. C'est des gens qui peuvent tirer sur les Allemands, mais ils doivent se vêtir et s'armer eux-mêmes. Donc ils ne reçoivent aucune arme, aucun vivre, aucun habit de l'administration française. Alors évidemment, ça a vraiment été la terreur. Et là, je vais passer la parole à mon commandant de l'armée prussienne et à mon paysan, je ne sais pas s'il est Picard ou de la Beauce, j'en sais rien. Par là-bas. Je vous passe la parole, messieurs. C'était pendant la guerre de 1870. Les Prussiens occupaient tout le pays. Le général Federbe, avec l'armée du Nord, leur tenait tête. Or, l'état-major prussien s'était posté dans cette ferme. Le vieux paysan qui la possédait, le père Milon, Pierre, les avait reçus et installés de son mieux. Depuis un mois, l'avant-garde allemande restait en observation dans le village. Les Français demeuraient immobiles, à 10 lieues de là. Et cependant, chaque nuit, des Uhlans disparaissaient. Les Uhlans, c'est les cavaliers lanciers prussiens. Tous les éclaireurs isolés, ceux qu'on envoyait faire des rondes alors qu'ils partaient à 2 ou 3 seulement, ne rentraient jamais. On les ramassait morts au matin dans un champ, au bord d'une cour, dans un fossé. Leurs chevaux eux-mêmes gisaient le long des routes, égorgés d'un coup de sabre. Ces meurtres semblaient accomplis par les mêmes hommes qu'on ne pouvait découvrir. Le pays fut terrorisé. On fusilla des paysans sur une simple dénonciation, on emprisonna des femmes, on voulut obtenir par la peur des révélations des enfants. On ne découvrit rien. Mais voilà qu'un matin, on aperçut le père Milon, étendu dans son écurie, la figure coupée d'une balafre. 2 Uhlans éventrés furent retrouvés à 3 kilomètres de la ferme. Un d'eux tenait encore à la main son arme ensanglantée, il s'était battu, défendu. Un conseil de guerre ayant été aussitôt constitué en plein air devant la ferme, le vieux fut amené. Il avait 68 ans. Il était petit, maigre, un peu tors, avec de grandes mains pareilles à des pinces de crabe. Ses cheveux ternes, rares et légers comme un duvet de jeune canard, laissaient voir partout la chair du crâne. La peau brune et plissée du cou montrait de grosses veines qui s'enfonçaient sous les mâchoires et reparaissaient aux tempes. Il passait dans la contrée pour avare et difficile en affaires. On le plaça debout entre 4 soldats devant la table de cuisine tirée dehors. 5 officiers et le colonel s'assirent en face de lui. Le colonel prit la parole en français. « Père Milon, depuis que nous sommes ici, nous n'avons eu qu'à nous louer de vous. Vous avez toujours été complaisant et même attentionné pour nous. Mais aujourd'hui, une accusation terrible pèse sur vous et il faut que la lumière se fasse. Comment avez-vous reçu la blessure que vous portez sur la figure ?» Le paysan ne répondit rien. Le colonel reprit. « Votre silence vous condamne, père Milon. Mais je veux que vous me répondiez. Entendez-vous ? Savez-vous qui a tué les 2 Uhlans qu'on a trouvés ce matin près du calvaire ?» Le vieux articula nettement. « C'est Mai. » Le colonel, surpris, se tut une seconde, regardant fixement le prisonnier. Le père Milon demeurait impassible, avec son air abruti de paysan, les yeux baissés comme s'il eût parlé à son curé. Une seule chose pouvait révéler un trouble intérieur. C'est qu'il avalait coup sur coup sa salive avec un effort visible, comme si sa gorge eût été tout à fait étranglée. La famille du bonhomme, son fils Jean, sa bru et 2 petits-enfants, se tenaient à 10 pas en arrière, effarés et consternés.
Le colonel reprit. « Savez-vous aussi qui a tué tous les éclaireurs de notre armée qu'on retrouve chaque matin par la campagne depuis un mois ?» Le vieux répondit avec la même impassibilité de brute. « C'est mais. »« C'est vous qui les avez tués tous ? » ?»« Très tous, oui, c'est mais. »« Vous seul ? » ?»« Moi seul. » Mais dites-moi comment vous vous y preniez ?» Cette fois, l'homme parut ému. La nécessité de parler longtemps le gênait visiblement. Il balbutia. « Je t'ai dit, mais j'ai fait ça comme ça se trouvait. » Le colonel reprit. « Je vous préviens qu'il faudra que vous me disiez tout. Vous ferez donc bien de vous décider immédiatement. Comment avez-vous commencé ?» L'homme jeta un regard inquiet sur sa famille attentive derrière lui. Il hésita un instant encore, puis tout à coup se décida. « Je revenais un soir, qu'il était peut-être 10 heures, le lendemain que vous étiez ici. Vous, et puis vos soldats, vous m'aviez pris pour plus de 50 écus de fourrage avec une vague et 2 moutons. Je me dis, tant qu'ils me prendront 2 fois 20 écus, tant que je leur y revaudrai ça. Et puis j'avais d'autres choses et tout sur le cœur, que je vous dirai. Voilà que j'en aperçois un de vos cavaliers qui fumait sa pipe sur mon fossé derrière ma grange. J'allais décrocher ma faux, et je revins à petits pas par derrière, qu'il entendit seulement rien. Et j'y recoupais la tête d'un coup d'un seul, comme un épi, qui n'a pas seulement dit ouf. Vous n'auriez qu'à chercher au fond de la mare, vous le trouveriez dans un sac à charbon, avec une pierre de la barrière. J'avais mon idée. Je pris tous ces effets, depuis les bottes jusqu'au bonnet, et je les cachais dans le four à plâtre du bois Martin, derrière la cour. Le vieux se tut. Les officiers interdits se regardaient. L'interrogatoire recommença, et voici ce qu'ils apprirent. Une fois son meurtre accompli, l'homme avait vécu avec cette pensée « tuer des Prussiens ». Il les haïssait d'une haine sournoise et acharnée de paysans cupides et patriotes aussi. Il avait son idée, comme il disait. Il attendit quelques jours. On le laissait libre d'aller et de venir, d'entrer et de sortir à sa guise, tant il s'était montré humble envers les vainqueurs, soumis et complaisant. Or il voyait, chaque soir, partir les estafettes. Et il sortit une nuit, ayant entendu le nom du village où se rendaient les cavaliers, et ayant appris dans la fréquentation des soldats les quelques mots allemands qu'il lui fallait. Il sortit de sa cour, se glissa dans le bois, gagna le four à plâtre, pénétra au fond de la longue galerie, et, ayant retrouvé par terre les vêtements du mort, il s'en vêtit. Alors il se mit à rôder par les champs, rampant, suivant les talus pour se cacher, écoutant les moindres bruits, inquiet, comme un braconnier. Lorsqu'il crut l'heure arrivée, il se rapprocha de la route et se cacha dans une broussaille. Il attendit encore. Enfin, vers minuit, un galop de cheval sonna sur la terre dure du chemin. L'homme mit l'oreille à terre pour s'assurer qu'un seul cavalier s'approchait. Puis il s'apprêta. Le Hulan arrivait, au grand trot, rapportant des dépêches. Il allait, l'œil en éveil, l'oreille tendue. Dès qu'il ne fut plus qu'à 10 pas, le père Milon se traîna en travers de la route en gémissant « Il fait, à l'aide, à l'aide !» Le cavalier s'arrêta, reconnut un Allemand démonté, le crut blessé, descendu de cheval, s'approcha sans soupçonner rien, et comme il se penchait sur l'inconnu, il reçut au milieu du ventre la longue lame courbée du sabre. Il s'abattit, sans agonie, secoué seulement par quelques frissons suprêmes. Alors le Normand, radieux d'une joie muette de vieux paysan, se releva et, pour son plaisir, coupa la gorge du cadavre. Puis il le traîna jusqu'au fossé et l'y jeta. Le cheval, tranquille, attendait son maître. Le père Milon se mit en selle et il partit au galop à travers les plaines. Au bout d'une heure, il aperçut encore 2 Uhlans côte à côte qui rentraient au quartier. Il alla droit sur eux, criant encore « Il fait ! Les Prussiens le laissaient venir, reconnaissant l'uniforme, sans méfiance aucune.
et il passa, le vieux, comme un boulet entre les deux, les abattant l'un et l'autre avec son sabre et un revolver. Puis il égorgea les chevaux, des chevaux allemands. Puis il rentra doucement au four à plâtre et cacha un cheval au fond de la sombre galerie. Il y quitta son uniforme, reprit ses hardes de gueux et, regagnant son lit, dormit jusqu'au matin. Merci. Alors, cette problématique des francs-tireurs aura des conséquences absolument terribles. Parce qu'évidemment, s'ils sont pris, ils ne sont pas considérés comme des soldats, donc ils sont exécutés sur le champ. Et c'est ce qui va expliquer certains actes de barbarie, il n'y a pas d'autre mot, dont l'armée allemande se rendra responsable en 1914, parce qu'ils ont une peur bleue de ces francs-tireurs. Donc ils en voient absolument partout, et ça aura même des conséquences durant la Seconde Guerre mondiale. Donc ces francs-tireurs ont vraiment joué un rôle terrible pendant cette résistance. Je vais vous parler du camp de Conly, juste en vitesse. Le camp de Conly, c'est un de ces fameux camps où Gambetta a reformé des armées pour continuer la guerre. Et ce camp-là, il est assez particulier parce que c'est un camp où il y a des Bretons. Et c'est absolument ignoble. Les mauvaises langues, mais elles ont toujours un peu raison quand même, disent que Gambetta n'aimait pas trop ces gens parce que c'était des chouans. Donc la chouannerie, c'est pas si loin que ça. C'est 80 ans avant, ça reste un souvenir et tout. Et ces gens auraient été envoyés au casse-pipe, vraiment de manière assez lamentable. Ils n'étaient pas chaussés, ils étaient en sabots ou à pieds nus. Et c'est de là que viendrait, alors je mets toujours un peu des guillemets, cette fameuse expression baragouiner, parce que en bretonnon, bara c'est du pain et gouin c'est le vin. Et les soldats du camp de Conly gueulaient baragouin, d'où l'expression de baragouiner, donc une langue qu'on ne comprend pas. Or, je ne sais pas si c'est vrai, mais je trouve la légende est assez sympathique. Le 10 novembre, alors un succès français, la bataille de Coulmiers. Voilà, il en faut quand même une. Décembre, alors voilà, début de l'Odyssée de l'armée de l'Est sur les bords de la Loire, et qui va se poursuivre dans des conditions parfaitement épouvantables, excessivement difficiles. Le but de la campagne, c'est libérer la ville de Belfort, qui est assiégée, et surtout de couper les voies de communication de l'armée allemande. 9 décembre, départ de Tours du gouvernement français pour Bordeaux, exactement comme en 1940. 20 décembre, naissance du Deuxième Reich allemand, le premier étant le Saint-Empire romain germanique et le troisième, vous savez très bien lequel c'est. Le 5 janvier, début du bombardement de Paris. 9 janvier, bataille de Villers-Sexels. Villers-Sexels, ça se trouve en Haute-Saône. Et là, l'armée de l'Est, donc l'armée Bourbaki, la bataille se passe sous la neige, c'est absolument épouvantable. Mais les Allemands battent en retraite jusqu'à une petite rivière qui coule entre Héricourt et Montbéliard. Vous voyez qu'on se rapproche vraiment de la Suisse. Une petite rivière qui s'appelle la Lisenne. Et du 15 au 17 janvier, c'est justement ce que les Allemands appellent la bataille de la Lisenne. En France, on l'appelle plutôt la bataille d'Héricourt. Malheureusement, aucune opération française est couronnée de succès, et Bourbaki doit faire retraite. Et il essaye de faire retraite sur Besançon et Dole, et Lons-le-Saunier, malheureusement, c'est trop tard. L'ennemi vient du sud, l'ennemi est à l'est, et l'armée Bourbaki doit se réfugier sur les hauts plateaux du Jura. Et c'est le début vraiment de la fin. Il se trouve à Pontarlier. Le 18 janvier, proclamation de l'Empire allemand, comble du scandale dans la Galerie des Glaces à Versailles. Vous voyez l'humiliation. Le 20 janvier, le commandement en chef des troupes fédérales est confié à, je ne sais pas de quel canton il vient, Herzog. Attendez, j'ai un tout petit souci de braille. C'est un duc. Oh, je pense que c'est un duc avec un nom pareil, ça peut.
Ah ouais, alors le général. Ah oui, et là, à cette même date-là, ce général Herzog annonce au Conseil fédéral que l'issue fatale va arriver, donc que l'armée française va demander d'être internée en Suisse. Et là, 23 000 soldats vont occuper la frontière de Porrentruy à Saint-Cergue. Il s'agit d'un régiment lucernois. 26 janvier, tentative de suicide de Bourbaki. Alors, les mauvaises langues disent qu'il a fait exprès de se louper, mais c'est pas vrai, semble-t-il. Faut pas toujours donner raison aux mauvaises langues. 27 et 28 janvier, c'est le commandant Clinchamp, qui a succédé à Bourbaki, s'engage avec toutes ses troupes dans le Jura, mais l'armée allemande y a déjà précédé, donc c'est vraiment trop tard. Le 28 janvier, capitulation de Paris et signature d'un armistice de 21 jours, et c'est ça qui est absolument dramatique, qui exclut l'armée de l'Est, l'armée de Bourbaki. Et on se demande encore aujourd'hui comment, c'était Jules Favre qui a signé ça, a pu laisser en dehors de l'armistice l'armée de l'Est. Et ce brave général Clinchamp, n'étant pas au courant de la chose, il a cru que son armée faisait partie de l'armistice, et ce n'est pas le cas, ce qui a précipité un petit peu évidemment les événements. Le 29 et le 30, il y a déjà quand même 1 ou 2 trains de blessés qui arrivent en Suisse à travers les Verrières et Neuchâtel. Voilà, alors moi je vais passer la parole, je ne sais pas à qui des deux. À gauche. À gauche. Donc c'est un texte d'un journaliste vaudois qui s'appelle Édouard Secreto. Si vous voulez aller lui dire bonjour, il a son buste dans le jardin de Montblanc, ici à côté. C'est un journaliste, il était grand conseiller, je crois qu'il était même conseiller national radical, et journaliste. Alors je vous passe la parole, André. Je glisse au passage que la nouvelle que nous avons lue tout à l'heure, le père Milan, était de Maupassant. Oh pardon, j'ai oublié de le lire. Oui, je ne l'ai pas dit, excusez-moi. L'entrée en Suisse commença aux Verrières dans une obscurité profonde, par l'état-major du général en chef, les voitures du quartier général, le trésor, la poste de campagne, des calèches appartenant aux généraux, puis la longue colonne d'artillerie qui avait stationné dans la neige pendant toute la journée précédente et la nuit sur la route de Pontarlier. Des milliers d'hommes s'étaient faufilés entre les voitures. C'était une cohue à la pression de laquelle les troupes du colonel Rilliet eurent parfois de la peine à résister. Une autre colonne parallèle suivait, à 100 mètres de distance, la voie ferrée. L'état-major français, supposant sans doute que déjà des corps considérables étaient parvenus à gagner le département de l'Ain par le chemin de Mout, annonça la présence et l'entrée probable de 42 000 hommes. En réalité, il entra en Suisse 87 847 hommes, dont 2 467 officiers, 11 800 chevaux, 285 bouches à feu et 1158 voitures diverses, 83 500 hommes et 4 000 chevaux par les Verrières et 54 000 hommes et 8 000 chevaux par la frontière vaudoise à Sainte-Croix, à Valorbe et par la vallée de Joux. Le général en chef était déjà en Suisse, et plusieurs milliers de ses hommes avaient déjà passé la frontière quand il reçut encore une dépêche du commandant de l'armée des Vosges datée de Chagny, le 1er février à 9h25 du matin. « Je me propose, mandait Garibaldi, de faire une démonstration sur les derrières de l'ennemi vers Pontarlier. Tenez-moi informé. » Le général n'avait plus d'informations à donner. Il avait pu jusqu'au dernier moment espérer une diversion, soit du général Pélissier, soit de Garibaldi sur les flancs ou les derrières de l'armée allemande. Maintenant, il était trop tard. Au reste, Garibaldi avait la veille au soir évacué Dijon sans combattre, et sa retraite précipitée avait démontré qu'il n'était guère d'humeur à chercher de nouveaux contacts avec l'ennemi. Quant au général Pélissier, les quelques milliers de gardes mobiles, incomplètement armés, équipés et instruits qu'il avait sous ses ordres à Lons-le-Saunier, ne lui avaient pas inspiré assez de confiance pour qu'il eût osé entreprendre avec eux une opération offensive en rase campagne. Le désarmement des troupes ne donna lieu à aucun incident.
Tous les officiers fédéraux en station sur la frontière avaient reçu la veille l'avis des arrangements pris à Pontarlier avec l'état-major français pour le désarmement des isolés et l'ordre de les exécuter strictement. Cette dernière instruction n'avait pas été encore révoquée que le passage commençait déjà. Il en résulta qu'à Valorbe, des officiers français furent désarmés, contrairement aux termes de la Convention. Les armes furent plus tard restituées à leurs possesseurs. Ce fut un spectacle navrant que celui de l'entrée de l'armée en Suisse. Dès qu'ils ne furent plus soutenus par la crainte du danger et la poursuite de l'ennemi, ni excités par leurs officiers, dès qu'ils se sentirent sur un sol hospitalier, où des mains secourables se tendaient vers eux de toutes parts, les soldats s'affaissèrent complètement et perdirent le peu d'énergie qu'il leur restait encore. Un très grand nombre marchaient les pieds nus, enveloppés de misérables chiffons. Les chaussures, faites d'un cuir spongieux, mal tanné, et la plupart trop étroites, n'avaient pas pu supporter les marches dans la neige et la boue. Les semelles étaient absentes ou dans un pitoyable état. Beaucoup de ces malheureux avaient les pieds ensanglantés ou gelés. Les uniformes étaient en lambeaux. Les hommes s'étant approprié tous les vêtements qu'ils avaient trouvés sur leur route, l'aspect général des troupes présentait d'invraisemblables bigarrures. Plusieurs avaient encore le pantalon de toile reçu à l'entrée en campagne et grelottaient à faire pitié. Une toux stridente et continuelle se faisait entendre de la tête à la queue des colonnes. Tous, à peu près, en étaient affectés. Fantassins de toutes catégories, zouaves, turcos, soldats de la ligne, chasseurs à pied, gardes mobiles, cavaliers démontés, cuirassiers, dragons, artilleurs, tous étaient confondus dans cette cohue. Quelques corps seulement avaient gardé leur rang, tantôt une ou deux compagnies, ici et là, un bataillon accompagné de ses chefs, enfin 3 ou 4 régiments du 17e corps surtout, et de la réserve générale, complets ceux-là, et présentant un aspect aussi satisfaisant que les circonstances le comportaient. Par un instinct de conservation bien naturel, tous ces hommes serraient sur la tête de la colonne, en sorte qu'il n'y eut ni intervalle ni à-coup dans le défilé. À mesure que les soldats mettaient le pied sur le territoire suisse, ils déposaient fusils et sabres, l'équipement et la munition. Bientôt d'immenses tas d'armes de tout genre s'élevèrent à droite et à gauche de la chaussée couverte de neige. Le commandement des troupes suisses avait d'abord eu l'intention de suspendre le désarmement pendant la nuit pour permettre aux troupes de prendre quelques repos. Il n'y eut plus possibilité d'observer la consigne. Dès que le moindre arrêt se produisait dans la colonne, c'était de la queue à la tête une irrésistible poussée. Point de halte ni de repos dans ce flot d'hommes descendant en longues lignes noires. Les versants du Jura blanc de neige, sans cesse bousculés par les derniers venus, pressés de se mettre à l'abri, de trouver quelque part, où que ce fût, un toit, un gîte. Les troupes, les premières entrées, durent marcher jusqu'au soir pour évacuer les routes et permettre à la queue d'avancer. Les plus fatigués, les plus misérables, exténués, tremblant la fièvre, s'accroupissaient ou tombaient au bord du chemin, inertes, insensibles à tout, incapables d'agir, à peine de parler. La charité publique relevait ces moribonds. On en remplissait les étables et les granges, et plus bas, dans les vallées et la plaine, les écoles, les églises, les infirmeries. Les populations échelonnées sur les routes faisaient de leur mieux pour soulager tant de misère. Des milliers de chevaux et de voitures coupaient par intervalles ce flot humain qui passait. Les chevaux faisaient pitié autant que les hommes. Maigres, efflanqués, pouvant à peine se tenir sur leurs jambes, ils tombaient par centaines. On se bornait à couper les traits, à traîner les pauvres bêtes hors de la chaussée, et on les achevait d'un coup de fusil. Les routes en étaient jonchées. D'autres, affamés, cherchaient à ronger tout ce qui était à leur portée, les jantes des roues de la voiture qui les précédait ou les crins du compagnon de misère attelé devant. Privés de soins depuis longtemps, leur corps n'était souvent qu'une plaie dégoûtante. De l'aveu des conducteurs, un grand nombre de chevaux des batteries n'avaient pas été déharnachés depuis plusieurs semaines. Les chevaux de la cavalerie, quoique harassés, étaient en général moins mal tenus.
Les cavaliers montraient quelque sollicitude pour leur monture, tandis que les soldats du train de l'artillerie et des équipages traitaient les chevaux des attelages avec une révoltante brutalité. À Yverdon, à Colombier, on dut faire entourer les parcs d'une forte chaîne de sentinelles pour empêcher les soldats du train de s'échapper et les forcer à donner à leurs hôtes les soins les plus élémentaires. Sur les points de passage principaux, ce lamentable défilé dura le 1er février pendant toute la journée, la nuit suivante sans interruption et une partie de la journée du lendemain. Toute la génération d'hommes qui, en Suisse, a assisté à ce lugubre épilogue d'une guerre cruelle en a gardé, impérissable, le tragique souvenir. Jamais on n'avait vu dans cet heureux pays pareil désastre. Merci, messieurs. On parle surtout évidemment des Verrières, mais comme vous l'avez vu, il y a aussi de gros passages à Sainte-Croix, à l'Auberçon, la vallée de Joux. Je crois même qu'il y a un monument à Sainte-Croix. Pourquoi est-ce qu'on parle plus des Verrières? À cause de la convention des Verrières qui avait été signée entre Clinchamp et le général Herzog, le duc d'André. Je pense que c'est surtout pour ça. Mais tout l'arc jurassien a vraiment été concerné par cette tragique aventure. Vous avez vu, imaginez 11 000 chevaux qui arrivent en Suisse. Alors, je ne sais pas ce qu'a pensé notre race franc-montagnarde des petits chevaux arabes venus d'Algérie, mais bref, c'est incroyable au niveau logistique ce que ça représente. C'est quelque chose d'absolument monstrueux. Il y a quand même 1700 Français qui vont mourir en Suisse suite à des blessures, suite à la maladie. Donc, il y a pas mal de cimetières dans toutes les régions de Suisse où vous pouvez voir des tombes de soldats français de la guerre de 70. Je parcours encore juste. Alors, sachez quand même que la Suisse a facturé, évidemment, pas exagéré quand même, quoi, a facturé à la France l'internement de l'armée Bourbaki. Je crois que c'est une somme de 12 millions et demi de francs or. C'est quand même une somme assez considérable. Mais comme vous allez le voir, ils seront rapatriés assez vite. Donc un tout petit peu de chronologie. Le 8 février, élection nationale en France. Vous voyez que ça n'a pas traîné. Le 16 février, capitulation de Belfort. Tout le monde connaît l'histoire de d'Enfer Rochereau qui a sa place à Paris, l'histoire du lion de Belfort. Mais c'était un des sièges les plus longs. Le 2 mars, les troupes allemandes défilent sur les Champs-Élysées. Et le 13 mars, c'est le début du rapatriement en France de l'armée de l'Est. Le 18 mars, ça je pense que ça va faire trembler les Causandais, début de la Commune de Paris. Suite à la prise des canons payés par la souscription, les généraux, comment ils s'appelaient, Lecomte et Thomas, sont fusillés. C'est le début de la Commune. 13 mai, paix de Francfort, on en reparlera. Et 21 au 28 mai, la semaine sanglante. On estime, c'est très difficile à dire, mais en tout cas, entre 10 et 15 000 morts. Donc souvent des exécutions sommaires sans procès, par l'armée versaillaise et par la police parisienne. Donc c'est dans ce contexte-là que Jean, de la débâcle, blesse mortellement ce brave Maurice. Alors après les élections, il faut savoir que c'est toujours la République, mais que la Chambre qui a été élue est monarchiste. Mais comme c'est une République bourgeoise, et surtout pas de gauche comme à quoi aspirait la Commune de Paris, ce sera toléré par les monarchistes. Mais voilà, c'est le début de la Troisième République avec tout ce que ça comporte. Je vais juste vous dire encore 2 mots de notre fameux panorama Bourbaki. Alors ces panoramas, c'est une chose qui est assez régulière au XIXe siècle. C'est un petit peu le cinéma de l'époque, où on balade ces grands panoramas d'une ville à l'autre. Évidemment, on vend les entrées et tout ça. Donc il y en a un peu partout. Par contre, celui de Bourbaki, qui était peint par un peintre suisse qui s'appelle Édouard Castres, et ce peintre avait suivi l'armée de l'Est dans le cadre justement des balbutiements de la Croix-Rouge.
il fait quand même 10 mètres de haut et 35 mètres de diamètre. Hein, c'est pas rien. Il était débuté en 1881. Alors ça, Francine pourra peut-être m'aider, sur la paroi de la Rotonde à Genève. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Est-ce que c'est un endroit? Je ne sais pas. Et il était financé par un mec qui faisait vraiment du spectacle. Et après, il était transporté dans la ville de Lucerne pour justement toucher un public un tout petit peu nouveau, un peu moins lassé de ce truc-là. Mais ce qui est particulier à ce panorama Bourbaki, c'est que les autres panoramas, généralement, mettent vraiment en valeur des actes glorieux, des batailles et compagnie. Hein. Même celui de Morat, que certains d'entre vous ont peut-être vu à Expo 02, il met en scène la bataille. Tandis que là, c'est vraiment, on peut dire, un panorama, disons, humanitaire. On voit, par exemple, je crois, un curé donner l'extrême-onction à un soldat. On voit l'accueil que la population d'ici a fait. Donc, je dirais que c'est presque un panorama un peu pacifiste, quelque part. J'arrive au bout, n'ayez pas peur. Conséquence de la guerre, 200 000 morts, quand même, en 5 mois, dont un tiers d'Allemands. 400 000 prisonniers français en Allemagne. Perte de l'Alsace-Lorraine, c'est 1,5 million d'habitants, c'est 1700 communes. Alors là, on ne va pas entrer dans la polémique entre Alsace-Lorraine, Alsace-Moselle, germanophone et autres. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Il y a des communes francophones qui ont été rattachées au Deuxième Reich. Il y a des communes germanophones qui sont restées françaises. C'est assez en plus, ça n'a pas beaucoup d'importance, finalement. Occupation quand même d'un tiers du territoire français pendant 3 ans. Indemnité de guerre de 5 milliards de francs or. D'après les calculs d'un historien que j'ai lu, c'est plus important que ce qu'a dû payer l'Allemagne à la fin de la Première Guerre mondiale, si on tient compte du PIB. C'est une somme absolument monstrueuse. Et incroyablement, ça prouve quand même que le Second Empire était quand même florissant. Cette somme a été remboursée en 3 ans. Ce qui est absolument incroyable. Ce qui explique justement que l'occupation n'a pas duré très 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 longtemps. En ce qui est assez rigolo, il y a des petits malins en Suisse. La neutralité, elle a des fois des contours assez particuliers, puisque certains ont essayé d'exiger que la Haute-Savoie redevienne suisse, ainsi que la ville de Mulhouse. Je ne sais pas si vous voyez jusqu'où va le calcul. Alors, gros changement en France, le service militaire devient obligatoire. Comme on l'a vu avant, disparition de l'autorité temporelle du pape. Évidemment, un nouvel ordre européen avec l'arrivée de l'Empire allemand, donc du Grand Reich, du Grand Deuxième Reich allemand. Comme par hasard, comme en 14, là, c'était pas la grippe espagnole, très 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 forte épidémie de variole, pardon. Grand appel à la main-d'œuvre étrangère pour gonfler le déficit démographique. Forte émigration d'Alsaciens lorrains en Algérie. C'est pas rien non plus. Comme je vous l'ai dit, une assemblée nationale monarchiste, mais qui s'accommode parfaitement bien de la situation en France avec la République bourgeoise. Et évidemment, une forte militarisation de l'armée, de l'Allemagne. C'est la création des cimetières militaires, c'est pas rien. Je veux dire, avant, les militaires étaient entassés dans des fosses communes. Là, on commence à faire des ossuaires. Et si vous allez en France, vous allez trouver des cimetières français ou allemands de la guerre de 1870. Et c'est la première occasion où on crée des cimetières militaires. Alors évidemment, il y a la perte de l'Alsace-Lorraine, et comme a dit notre ami Léon Gambetta, pensons-y toujours, n'en parlons jamais. Et il faudra, comme vous le savez tous, faudra attendre 1918 pour que l'Alsace-Lorraine redevienne française. Là, j'ai un petit peu bibliographique, je peux quand même juste vous dire. Alors, comme a dit Isabelle, la débâcle et également la bête humaine sont disponibles à la BSR. Chez nos amis de la BBR, il y a un bouquin qui s'appelle, je vais vous dire,
Il s'appelle quoi? Les Bourbaki, tout simplement. Une page d'histoire franco-suisse. Mais je trouve que ce bouquin est un peu contestable au niveau de certaines théories du genre. C'est assez marrant. Ah non, les Prussiens voulaient éventuellement reprendre Neuchâtel. Ouais, des trucs un peu bizarroïdes. Et effectivement, je vois là maintenant, c'est bien le Père Milon que vous avez lu, messieurs, de Guy de Maupassant. Au cas où, pour ceux que ça intéresse, j'ai 2 bouquins de référence de François Roth, qui est une histoire militaire de cette guerre, et peut-être de Thierry Bourguina, qui est plutôt l'aspect sociologique des choses, mais ça, ils sont disponibles en EPUB, ils n'ont pas été lus ni à la BBR ni à la BSR. Ce que je peux aussi vous conseiller, si ça vous intéresse, c'est pas mal. J'en ai pas choisi d'extrait pour ce petit exposé. C'est les Contes du lundi d'Alphonse Daudet, qui sont disponibles à la BSR. Et il y a quelques extraits qui sont très très intéressants. Et ça concerne surtout le siège de Paris. Si la ville de Paris vous intéresse particulièrement, il y a pas mal de trucs dans les Contes du lundi d'Alphonse Daudet. Voilà, j'en ai fini et je vous remercie de votre attention. Et merci aux lecteurs. Merci à toi.